La fille de joie au grand cœur. 5e chapitre, première partie. Le rendez-vous a été pris par téléphone le matin même. Fidèle à mes habitudes, j'avais dérogé aux règles élémentaires de la profession. La découverte client s'étant limitée en effet à noter l'adresse et le nom de mon interlocuteur. Je prenais un plaisir certain à découvrir au dernier moment la personne ayant sollicité mes services, laissant ainsi libre cours à mon imagination, guidé par la seule intonation d'une voix ou en disséquant chaque mot du texte lapidaire laissé sur l'espace de prise de rendez-vous du site de l'agence. L'homme ayant insisté sur son peu de disponibilité, je me fis un devoir d'être ponctuel. D'abord désagréable, la voix au téléphone s'était faite mielleuse et faussement autoritaire. Avec un peu d'avance, je quittai l'agence et rejoignais en quelques secondes l'immeuble de la rue Paulbert, le bien nommé en ces circonstances. J'allais à mon tour pouvoir étudier sur le terrain les interactions entre un organisme vivant et son environnement. Le code d'entrée étant désactivé en journée, je n'eus qu'à pousser le battant droit de la porte cochère pour pénétrer en terre inconnue. Je me dirigeai vers l'immeuble court. D'aspect plus modeste que celui sur rue en pierre de taille, il présentait néanmoins l'intérêt de donner pour certains de ses appartements sur les 4 grands marronniers de la cour de l'école primaire voisine, à laquelle il conférait un charme délicieusement suranné. Je prenais soin de vérifier l'orthographe du nom sur la boîte aux lettres. On ne peut imaginer la mine de renseignements que peut receler ce linéaire de petites boîtes. Je mettais à profit mes quelques minutes d'avance pour me livrer à un déchiffrage quasi archéologique des différentes strates d'étiquettes. Cet exercice se révélait souvent riche d'enseignements sur la nature de l'occupation de l'immeuble. En l'occurrence, la disparité des étiquettes laissait présager une importante occupation locative. Savoir débusquer les colocations sauvages ou repérer le signe d'un couple en formation qui bientôt échafauderait de nouveaux projets immobiliers, impliquant la vente de cet appartement. Tel était alors l'enjeu. Ainsi, l'écriture manuscrite d'un patronyme sur un petit bout de papier, scotché à côté d'une plaque au nom gravé en lettres majuscules, en disait long sur le statut de ce nouvel occupant et sur les motivations réelles des commanditaires de l'estimation. J'attaquai la seconde rangée, toujours à la recherche du nom de mon propriétaire supposé, quand mon attention fut attirée par l'avant-dernière boîte aux lettres. Un véritable cas d'école. Une impressionnante superposition de marques distinctes, laissées par une succession de petites étiquettes collées à la hâte, tout autour d'une plaquette réglementaire, laissant augurer de la présence en ces lieux, d'un Landru des temps modernes ou d'un abonné à l'infortune amoureuse. Je reprenais. Mathieu, Marat, Marigot, nous y voilà. Marigot de Minghem. 3e gauche. La plaque comportait 2 noms, mais était pourtant de la première époque, tels qu'on les réalisait dans les années 70. À l'évidence, ces 2-là vivaient dans le péché, et depuis longtemps. Il était Marigot. Il m'avait donné du monsieur Marigot, à plusieurs reprises au téléphone. Il existait donc une madame de Minghem. L'association de ces deux noms me laissait songeur. Elle sonnait faux,
une sorte d'antagonisme jusqu'aux consonances mêmes, si dissemblables. Deminguem. Sur le moment, je ne trouvais pas les connexions. J'étais pourtant, j'en avais la certitude, en pays de connaissance. Ces syllabes s'enchaînaient en une petite musique, familière. Il y a une trentaine d'années, il n'était pas encore d'usage de faire figurer les deux noms pour un couple marié. Au téléphone, la voix masculine m'était apparue comme celle d'un homme d'ordre. Pourquoi n'avait-il pas tenu à régulariser cette situation ? Peut-être les circonstances avaient-elles rendu cette officialisation impossible. Je m'élançai dans les escaliers, restant en apnée jusqu'au premier étage, pour échapper à l'odeur de moisi montant des caves. Les murs étaient littéralement scarifiés par la répétition des déménagements et le va-et-vient des locations saisonnières. La réticence des propriétaires non occupants à engager des travaux de rénovation n'arrangeait rien. Se laisser aller contrastait avec le faste passé des portes moulurées dont les heurtoirs en laiton témoignaient encore du standing de ces anciennes habitations bourgeoises. Encore 4 marches avant le palier du 3e. Faire une pause. Reprendre sa respiration à l'abri des œilletons accueillant d'éventuels regards indiscrets. Un examen rapide des 2 paillassons. Celui avec la tête de chat était à droite. Je n'aurais donc pas à composer avec un animal caractériel. De ce côté, et à cette hauteur, à gauche, les fenêtres avaient de surcroît une chance de s'ouvrir au-dessus de la structure du préau. Dans le panneau de la porte avait été découpée une fente, juste au-dessus du sol, équipée d'une entrée de boîte aux lettres en laiton, parfaitement astiquée. La concierge y glissait le courrier au temps où elle montait encore celui-ci dans les étages, afin qu'il ne restât pas sur le paillasson, échappant ainsi à la curiosité des autres copropriétaires. Décidément, ces deux-là avaient le culte du secret. J'évitai d'utiliser la sonnette et frappai 3 coups discrets, mais assez énergiques pour montrer toute ma détermination. Surtout ne pas attirer l'attention des voisins, qui pourraient avoir des velléités de s'agrandir, et achèteraient immanquablement l'appartement en direct, sans me laisser même le temps de prendre le mandat de vente. J'avais appris à me méfier du voisinage, dans les 3 dimensions de l'espace. Les duplex étaient à la mode, et les 4 pièces si recherchées que l'on n'hésita plus à engager des travaux pharaoniques pour réunir à la verticale 2 de ces surfaces intermédiaires pour rester dans le quartier. À cet instant, ma seule certitude était qu'un homme se tenait derrière cette porte et qu'il m'attendait. Pour avoir vendu l'appartement du 5e, je savais que derrière elle s'agençait un petit 2 pièces de 45 mètres carrés environ. Le propriétaire ne pouvait être bien loin. Rien ne bougeait. Le silence seulement rompu par le gratouillis de la bête qui avait senti ma présence et griffait maintenant l'intérieur de la porte voisine. J'étais, je le confesse, désormais plus impatient de découvrir le maître des lieux que l'appartement lui-même. Je l'imaginais grand, exotique. J'avais perçu au téléphone une petite pointe d'accent espagnol, un air d'Amérique du Sud peut-être, avec ce léger chuintement dans la prononciation des double L. Mais il avait la voix trop lascive pour un gaucho. Non, décidément, je ne voyais pas un rude cow-boy de la pampa essuyant ses bottes sur l'inscription « Homme, sweet homme » du paillasson devant mes pieds. Soudain, l'écho de pas feutrés, le craquement presque imperceptible des lames du parquet. C'était évident. L'Argentine.
un danseur de tango argentin, à la zapatos souple et légère glissant sur la piste. La porte s'ouvrit sur un petit homme d'une autre époque. Du danseur de tango, il n'avait guère plus que la gomina sur des cheveux clairsemés. Il s'était à l'évidence résolu à adopter une coupe plus en adéquation avec ses restes capillaires, convaincu que cette cire en couche de plus en plus épaisse masquerait la blancheur laiteuse et transpirante de son cuir chevelu. L'apparition muette s'effaça aussitôt dans la pénombre du vestibule, pour me permettre d'entrer. J'acceptai cette invitation silencieuse. Le rapport de force étant en ma faveur, je ne risquais somme toute pas grand-chose. Chaussé de singulières bottines bicolores à boutons, il me précédait maintenant. Je ne me proposais donc pas de me déchausser. Il avait dû porter beau, mais entré dans le troisième âge quelque peu ventripotent, il ressemblait, engoncé dans son costume 3 pièces, à un ministre en rupture de ban d'une république bananière. Il venait de pivoter légèrement dans ma direction, juste assez pour que je le vis extirper de la petite poche inférieure de son gilet une montre à gousset, reliée par une chaîne à une épingle de cravate dorée, sertie d'un petit brillant. De précieux, il devenait ridicule et me fut immédiatement antipathique. Prévoyait-il de minuter notre entrevue ? Imaginait-il que mes services étaient tarifés ? Je m'efforçais en clientèle d'observer une neutralité bienveillante, mais en ce cas d'espèce, cela se révélait au-dessus de mes forces. Sans me l'expliquer, j'avais envie de lui demander réparation. Impatient de voir choir cette caricature d'un autre âge dans la rosée du matin, une main compressant sur sa poitrine la petite plaie d'où s'écouleraient les premiers sangs. Je le regardais évoluer dans cette bonbonnière. Il dénotait singulièrement dans cet univers où tout n'était que simplicité et délicatesse. On avait fait de ce lieu un refuge à l'abri des soucis du quotidien, une rupture avec la vie du dehors. Il y régnait le doux parfum d'une époque révolue. Sur les murs, une multitude de clichés polaroïdes témoignaient d'un âge d'or s'achevant dans les années 70. Dans leur cadre doré, ces épreuves avaient conservé cette brillance si particulière, presque laquée, dont les couleurs passées n'étaient pas sans rappeler le supplément d'âme des images colorisées du temps jadis. Il ne me laissa pas le loisir de m'attarder sur ces clichés, s'asseyant rapidement derrière un impressionnant bureau, en me priant de faire de même, dans l'espoir de maîtriser la distance entre nous. Il était, lui aussi, à son image, de parfait style empire. Son bois en acajou massif disparaissait en de multiples endroits sous des ornementations pour le moins ostentatoires. Le grand plateau s'était vu ceindre d'une lingotière en laiton délimitant son domaine. Il s'agrippait à ce meuble, dérivant au milieu de la pièce, comme si les murs lui refusaient tout ancrage. Devant lui, à portée de main, trônaient de grands livres reliés en cuir fauve. Il en rectifiait l'alignement à plaisir, me gratifiant d'un « parfait » à chaque fois qu'il lui paraissait avoir atteint la perfection. J'en comptais 7, avec celui qui à sa gauche était ouvert, presque en son milieu. Sur la double page avaient été portés des alignements de chiffres, avec des dates en regard. Je tendis mon buste nonchalamment pour m'approcher, quand il se saisit du registre pour le refermer. Quelle singulière comptabilité pouvait receler ces grands livres. Il m'expliqua s'être longtemps occupé des intérêts de sa femme. Il s'écoutait parler, se frottant les mains lentement, en les faisant s'enrouler l'une sur l'autre,
comme pour les oindre d'un onguent imaginaire, dans un geste aussi méthodique qu'exaspérant. Elles étaient parfaitement manucurées. J'ai toujours trouvé suspect que l'on puisse accorder à ce point autant de soin à sa personne, y voyant, pour être ainsi apprêté, sinon un manque d'altruisme, tout au moins le signe d'une oisiveté certaine. Il fit jouer entre le pouce et l'index la fermeture d'une serviette à souffler. Le cliquetis qui accompagna l'ouverture lui procura la satisfaction de ce qui se déroule dans l'ordre des choses, sans que ne soient bouleversées ni ses habitudes, ni ses propres règles de vie. Je me garderai bien ici de parler de morale. Il allait, c'était certain, en sortir le titre de propriété, impeccablement rangé dans une pochette en carton dûment étiquetée. Ce moment qui l'entourait de tant de solennité, il avait dû le mettre en scène et l'imaginer de nombreuses fois avant de se décider à me convoquer. J'éprouvais le besoin de lui gâcher son plaisir. Je me levai et lui tournai résolument le dos, faisant mine de m'intéresser à une série de petites aquarelles accrochées au mur opposé. Quelle ne fut pas ma surprise de reconnaître les paysages de mon enfance. Les dunes retenues par les oyas bordant les plages de la mer du Nord, le cap Blanc-Nez, tout me revenait, les cormorans et les grands labés, les salicornes et les plantes halophytes, le flux et le reflux, les crabes verts et les poissons benthiques. Je voulus m'approcher d'une ancre représentant le fort d'Ambleteuse à marée basse, qui bien que phagocytée par un cadre un peu trop monumental m'était familière, quand elle entra dans la pièce. Il s'agaça aussitôt de son arrivée. « Madeleine, ne deviez-vous pas faire des courses ?» Restée silencieuse, elle avait marqué un court temps d'arrêt en me voyant, avant de prendre la direction de la chambre. Elle avait hésité, s'était ravisée, et à la stupeur du petit homme, avait fait volte-face pour me rejoindre. En parcourant les quelques mètres qui la séparaient de moi, quelque chose avait changé en elle. C'était comme si son corps tout entier avait décidé de suivre un autre chemin. Je les regardais tous les deux, lui blême, ses lèvres cherchant de l'air en nappant le vide, elle me fixant de ses yeux bleus rieurs. Était-ce la première fois qu'elle osait ne plus lui obéir ? Un bleu si clair, je connaissais bien cette nuance tirant sur le gris presque argenté, ce regard délavé des gens de la mer. Tu en auras mis du temps, mon grand, pour revenir me voir. Je la regardais incrédule. Lui était comme fou, mais avait l'élégance d'avoir la contrariété muette. Une seule personne de ma vie m'avait appelé ainsi. Manou ? Eh oui, Manou, dit-elle. Tu as fini par tenir ta promesse. Il y a combien, laisse-moi compter, 25 ans peut-être ? Je ne trouvais pas les mots, aussi maladroit qu'à l'époque. Sa silhouette se découpait au contre-jour de la fenêtre. Je reconnus aussitôt le spectacle de ses cheveux resserrés en une coiffe improbable, imitant celle en dentelle des femmes boulonnaises d'autrefois. La vision de ce soleil se levant sur l'horizon me transporta dans le passé.